Variabilité de la molécule d'ADN. Variabilité. On a vu une reproduction qui était conforme. Donc conformité est différente de variabilité. Donc ça veut dire en fait que au cours de certains mécanismes, l'ADN peut subir par exemple des dommages, des mutations, entre autres, et puis faire en sorte qu'au lieu qu'il y ait une conformité, on a une variabilité. Donc la conformité en fait concerne tout ce qui est normal. Par exemple, une cellule œuf qui va subir la division cellulaire par mitose pour donner 2 cellules filles verra son programme génétique reproduit de manière conforme grâce entre autres à une réplication qui s'est faite en amont de la division cellulaire. Bon, pour bien comprendre évidemment, il faut voir mes autres cours ou d'autres cours sur internet, évidemment, vous avez le choix. Alors, donc variabilité, déjà, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir une variabilité? On sait très bien que les mutations concernent la variabilité. Bon, il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, nous, on traite surtout de mutations. Bon. Donc, quelles sont les conséquences de la variabilité de l'ADN? Si on a un gène, par exemple, qui, en s'exprimant, doit donner une certaine protéine, si la protéine a une certaine fonction dans son état normal, il est bien évident que si la protéine n'a pas la même séquence d'acides aminés que la protéine normale, évidemment, il pourra y avoir des conséquences, plus ou moins néfastes. Bon, donc c'est ce que nous allons essayer de comprendre de manière très sommaire. Bon. Alors, des erreurs vont se produire inévitablement lors de la réplication de l'ADN. Alors, pourquoi inévitablement? Il peut très bien ne pas y avoir d'erreur. Mais bon, les erreurs peuvent arriver, surtout lorsqu'il y a 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes. Bon, réplication de l'ensemble des molécules d'ADN des 46 chromosomes, c'est évident qu'on peut avoir des erreurs. Bon. Mais on avait vu qu'il y avait des réparations de ces erreurs grâce à des endonucléases, par exemple, lors de la réplication. Bon, maintenant, lors de la division cellulaire, s'il y a des erreurs, est-ce qu'il peut y avoir des réparations? Bon, le problème n'est pas là aujourd'hui. Donc, lors de la réplication, on avait vu, bon, donc l'ADN polymérase fait son rôle, mais quelquefois, son rôle n'est pas trop respecté, donc des erreurs peuvent se faire. Les endonucléases réparent, mais bon. Réplication de l'ADN, et celui-ci peut aussi être endommagé à d'autres moments de la vie cellulaire, évidemment. Il n'y a pas que pendant la réplication que l'ADN peut être endommagé. Alors, plus on est jeune, on l'avait mis en évidence, plus les systèmes de réparation sont efficaces, et plus on prend de l'âge, moins les systèmes de réparation sont efficaces, et plus il y a de mutations, en fait. Bon, donc c'est pas très rassurant, mais donc vaut mieux avoir un corps en bonne santé. Faites du sport. Il existe, et puis ayez une alimentation équilibrée. Dormez bien aussi, travaillez bien. C'est tout un équilibre de vie, en fait. Alors, donc malgré l'efficacité des systèmes de réparation, il subsiste dans une cellule des mutations qui peuvent être transmises si la cellule, bien entendu, se divise. Donc cette mutation, soit elle est, on va dire, somatique, soit elle est germinale. Alors, c'est pas très bien dit ce que je dis, mais si par exemple vous avez le cancer de la peau, suite à une immersion, entre guillemets, prolongée près du soleil, enfin, près de la mer, sur une serviette sur le sable, un excédent d'UV, évidemment, peut provoquer à la longue des mutations qui peuvent faire qu'il y a des transformations de cellules qui deviennent cancéreuses. Bon. Voilà, mutation somatique, donc dans une cellule somatique, donc du corps, en fait, autre que les cellules reproductrices. Alors évidemment, dans ce cas, la mutation ne se transmet pas à la descendance. Par contre, si une mutation se fait dans les organes reproducteurs, à l'origine de la formation des gamètes, évidemment, la mutation peut se transmettre. Bon.
Transmission également s'il y a des anomalies de réplication ou des anomalies de division cellulaire, telles que la mitose ou la méiose. Donc on va se poser le problème, quelles sont les conséquences de cette modification aléatoire. On avait vu que les mutations sont des phénomènes naturels, aléatoires, mais que ces phénomènes naturels peuvent être amplifiés par des agents qui vont accentuer les mutations. Bon, produits chimiques, rayonnement UV, etc. Donc je répète, quelles sont les conséquences de cette modification aléatoire sur l'information, de l'information génétique plutôt. Alors un premier document nous montre donc des mutations et l'origine des allèles. Alors c'est quoi un allèle? Eh bien si on prend un gène, dans sa globalité, le gène a une certaine séquence de nucléotides. Eh bien, si on prend pour ce même gène deux versions différentes de ce même gène, ça voudrait dire qu'il y a deux séquences qui ne sont pas tout à fait identiques. Mais si on prend la séquence de référence, qui a une certaine séquence de nucléotides, eh bien, la deuxième séquence qui aura subi une mutation n'aura pas tout à fait la même séquence, entre guillemets. Eh bien, ces deux versions différentes du même gène s'appellent des allèles. Autrement dit, un allèle, c'est un gène. Un gène, c'est un allèle. Bon, si le gène n'a pas d'allèle, ça reste le gène, donc gène égale allèle. Si il y a deux allèles pour le même gène, dans ce cas, on a toujours le même gène, mais on a deux versions différentes. Bon. Donc, il peut exister différents allèles à l'échelle d'une population, si le nombre de porteurs d'un même allèle est suffisamment important, donc en général supérieur à 1%, on dit que ce gène est polymorphe. Donc polymorphisme, en fait, génétique, ça veut dire qu'il y a plusieurs allèles pour un même gène. Bon, si on prend le système ABO, donc les groupes sanguins, on comprend bien qu'on a plus que deux allèles. A, B, O. Déjà, on peut considérer qu'il y en a trois. Pour le système Rhésus, Rhésus plus, Rhésus moins, on peut considérer qu'il y en a deux. Bon, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais globalement, c'est un petit peu ça. Donc, c'est le cas du gène qui définit les groupes sanguins, comme j'ai dit, système ABO, avec par exemple 3 allèles. Bon, globalement. Alors, on peut utiliser un logiciel de traitement des séquences telles que Anagen ou Génigène. Bon, en général, Anagen, c'est pas mal, j'aime bien utiliser Anagen. Donc là, on peut comparer dans Anagen différents allèles d'un même gène. Alors, comparer plusieurs allèles de façon à déterminer les différences entre les allèles d'un gène particulier impliqué, par exemple, dans le groupe sanguin, et on peut déterminer le ou les types de mutations qui peuvent être à l'origine des différences constatées. Donc, si on peut prendre une séquence de référence et on regarde sur les autres séquences, eh bien, il y a de petites variations. Donc, on peut comparer des séquences de différents allèles du gène ABO. Un seul brin d'ADN est représenté. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit un seul brin est représenté? Parce que l'ADN, c'est une double hélice. C'est un double brin enroulé en hélice, en fait. Donc, c'est un polynucléotide. Mais les deux brins sont liés entre eux grâce aux nucléotides, évidemment, par des liaisons hydrogènes. Et on peut séparer les deux brins. C'est d'ailleurs ce qui se passe lors de la réplication, un petit peu avant la division cellulaire. Le fait d'enlever les liaisons hydrogènes permet de séparer les deux brins. Et dans Anagen, on ne voit qu'un seul brin. Alors, on ne représente pas les désoxyriboses et l'acide phosphorique concernant les nucléotides. On met simplement un alignement de base azotée. Par exemple, si je regarde, là, et il faut le faire sur Anagen, vous pouvez prendre mon exemple ou un autre exemple. On prend l'allèle ABO, dans le système ABO, pour le gène dans le système ABO, donc des groupes sanguins, on prend l'allèle A101. Voilà, on lui donne un nom A101. Bien, là, j'ai la séquence devant moi A, G, G, T, G, C, G, C, G, C, C, etc. Et on peut continuer comme ça assez longtemps. Pour l'allèle A103, donc qui est toujours l'allèle le gène groupe sanguin, mais un allèle différent. Alors on a la même séquence que l'allèle 101, mais en position
564, position du nucléotide 564, on s'aperçoit qu'on a un T à la place du C. Donc si on prend l'allèle A101 comme référence, eh bien ça veut dire que l'allèle 103 aurait une anomalie. Bon. Effectivement, c'est l'allèle 103 qui a une anomalie, parce que si je regarde les allèles grand B101, et alors quoi que non, ça dépend, parce qu'à ce moment-là, on passe à un autre allèle B qui a plus de modifications. Bon, allèle B101, on voit qu'il y a la cytosine, enfin, on a la cytosine, donc que ce soit B101 ou B102, et par rapport à l'allèle A103 qui aurait la thymine, on voit bien que c'est la thymine qui pose plutôt qui correspond plutôt à une anomalie. Bon. Donc ça veut dire que l'allèle A103 a subi une mutation après l'allèle A101 au cours des générations au sein d'un individu particulier. Bon, voilà, on peut continuer comme ça, hein, on peut faire tous les groupes sanguins avec l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O. On a des séquences et par-ci par-là, on va avoir des mutations. Maintenant, il faut distinguer plusieurs types de mutations ponctuelles. Alors ponctuelles, ça veut dire un seul nucléotide est changé, sachant qu'il existe des mutations où plusieurs nucléotides peuvent être enlevés ou ajoutés. Bon, les mécanismes dans ce cas sont un petit peu différents, mais le principe reste le même quant à la mutation. Alors, dans ce que je disais concernant un nucléotide changé, alors soit ajouté, soit retiré, soit... Bon. On distingue plusieurs types de mutations ponctuelles affectant la molécule d'ADN. L'ADN étant constitué de 2 brins complémentaires, les mutations concernent donc les 2 brins. Cependant, par souci de simplicité et de clarté, un seul brin est représenté dans l'exemple que je vous donne ici, c'est-à-dire montrant les différents types de mutations ponctuelles. Alors, on part de 3 séquences, on va dire 3 séquences normales. Première séquence, on a ATCCGA. ATCCGA. Si un nucléotide est remplacé par un autre, par exemple, si le C est remplacé par le A, la séquence ATCCGA énoncé GA est une séquence mutée. Donc comme il y a eu un remplacement, eh bien on parle de substitution. Ça veut dire qu'un nucléotide a été substitué par un autre, et en l'occurrence ici, le C a été substitué par le A. C c'est la cytosine et A c'est l'adénine. Donc là on parle bien de substitution. Deuxième cas, si au départ on a la séquence ATCGA, et si on enlève un C, ça nous donnerait la séquence mutée ATCGA et non pas ATCCGA. On voit bien que là, un C a disparu. On a là ce que l'on appelle une délétion. Donc une délétion, c'est la perte d'un nucléotide. Et troisième cas, si on a la séquence ATCCGA, donc la même séquence que dans les autres cas, eh bien, si par exemple on ajoute un nucléotide, dans ce cas, il y aura ce que l'on appelle une addition. Alors là, par exemple, il y a eu ATCCGA, on a toujours ATCCGA, mais entre le G et le A, on ajoute un T. Donc là, on a bien une addition. Donc concernant les types de mutations ponctuelles des nucléotides, on peut avoir une substitution, ça veut dire qu'un nucléotide est remplacé par un autre. On peut avoir une délétion, ça veut dire qu'un nucléotide est enlevé. Et on peut avoir une addition, ça veut dire qu'un nucléotide est ajouté. Donc là, si vous reprenez dans votre exemple anagène vos séquences particulières, la mienne par exemple, ce serait dans le système ABO l'allèle A101, et si je compare avec l'allèle A103,
en position 564, il y a un T à la place d'un C. On a donc là une substitution. Si je prends un autre cas, l'allèle, par exemple l'allèle B102 et l'allèle O01, on a pour l'allèle B102 un nucléotide qui a disparu. Donc entre les deux séquences, donc un nucléotide a disparu, et ça veut dire que là on a une délétion. Et puis dans un autre cas, donc il faut avoir un AGN devant soi, enfin les séquences devant soi, on peut ajouter un nucléotide. Dans ce cas on aurait une addition, et on voit bien que le cadre de lecture de la séquence des nucléotides en fait est décalé. Alors s'il reste le même, si le cadre de lecture est le même, dans ce cas on a une substitution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage du cadre de lecture. Les allèles ont la même grandeur. Si l'allèle est plus petit d'un nucléotide, on aura eu une délétion. Et si l'allèle est plus grand d'un nucléotide, dans ce cas, on a une addition. Bon, voilà, je pense que les choses sont assez claires. Maintenant, on peut considérer, on peut dire que on a pris l'exemple du système ABO qui avait au moins 3 allèles, et même au niveau de ces 3 allèles, il y a d'autres allèles en fait, puisqu'on a par exemple, on avait dit il y a l'allèle A101, l'allèle A103, donc vous voyez, il y a beaucoup d'allèles. On parle dans ce cas de polymorphisme, je vous l'ai dit. Polymorphisme, ah non, je ne vous l'ai pas dit. Le polymorphisme, c'est le fait qu'il y ait plusieurs allèles, au moins 1%, donc de différence entre les différents allèles d'un même gène, au moins 1% dans la population. Alors la comparaison, donc on peut s'amuser à voir des gènes qui sont impliqués dans la pigmentation de la peau. Alors il y a un logiciel qu'on appelle, donc c'est une banque de données en fait, c'est pas vraiment un logiciel, mais bon c'est très compliqué, ça s'appelle DBSNP. Donc je vous invite à aller taper sur internet DBSNP et puis à vous choisir des gènes et puis à regarder un petit peu. C'est très compliqué, c'est pour ça que je ne vais pas vous l'expliquer, mais je vais simplement vous dire que la comparaison des génomes individuels montre que les différences entre individus sont très faibles. On appelle polymorphisme d'un seul nucléotide. Alors on va dire SNP, d'où la banque de données DBSNP. Là on parle d'un nucléotide qui change à chaque fois. Bon. Donc en anglais, donc c'est un site. Donc je répète, donc on appelle polymorphisme d'un seul nucléotide un site de l'ADN qui présente une variabilité due au changement d'un seul nucléotide, comme nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu qu'il pouvait y avoir une substitution, une délétion ou une addition. Donc ça concerne un seul nucléotide. Donc là on est bien dans la banque de données, dans le cas SNP, alors en anglais. Bon. Mais SNP, ça veut dire globalement changement d'un seul nucléotide par rapport à un allèle ou gène de référence. Les banques de données telles que DBSNP donc, vont répertorier les informations concernant les SNP connus. Donc ça veut dire donc, tout ce qui concerne les modifications, donc les mutations d'un seul par rapport à un seul nucléotide. Donc tout ceci de façon à rechercher leur relation avec des caractères phénotypiques. Alors le phénotype, c'est ce qui résulte de l'expression d'un gène, mais bon, c'est assez compliqué les phénotypes, je ne vais pas en parler ici, mais en gros, si par exemple l'expression d'un gène donne une protéine, on va dire que la protéine, c'est un phénotype moléculaire. Et on ajoute même les ARN messagers comme étant des phénotypes moléculaires également. Bon. Alors qu'avant, ça faisait plutôt partie du génotype. Enfin, tout ce qui est expression, en gros, d'un gène, et y compris l'ARN messager qui est un intermédiaire et qui est en fait l'expression d'un gène mais sous forme modifiée, sous forme d'un seul brin, j'en parle pas ici,
là on est dans la classe de seconde, on verra ça en première de spécialité, mais l'ARN messager fait partie du phénotype moléculaire. Bon, mais une fois que la traduction de l'ARN messager se fait, l'expression, donc ce qui va permettre l'expression du gène, on obtient bien en fait une protéine qui est bien un phénotype moléculaire et qui est une séquence d'acides aminés. Bon, donc voilà. Autrement dit, au niveau d'une mutation d'un seul nucléotide, on peut déterminer, grâce justement à des mécanismes que l'on appelle la traduction des gènes, traduction d'un ARN messager en protéine, eh bien on peut trouver le phénotype moléculaire, mais il existe également, et en conséquence, un phénotype cellulaire et un phénotype macroscopique. Bon, au niveau de chaque gène, donc, alors j'enregistre un cours. C'est le chien qui rentre de promenade. Alors, l'exemple de la pigmentation de la peau est un caractère très variable dans l'espèce humaine et les études génétiques ont identifié plus de 15 gènes impliqués dans ce caractère et plusieurs SNP correspondant à des mutations ponctuelles. Alors, on a des exemples de gènes APBA2 avec un exemple de mutation, ce serait RS 44-24-881, etc. Pour le gène, par exemple, j'en prends un autre au hasard, GRM5, on aurait un allèle, par exemple, RS 108-314-69, etc. Bon, c'est compliqué. Et donc, on peut référencer ces allèles, donc les gènes, grâce au logiciel, grâce à la banque de données, plutôt DBSNP, que je vous invite à regarder. Alors, pour ça, on peut interroger donc cette banque de données, DBSNP, pour caractériser une mutation ponctuelle et la fréquence des allèles dans différentes populations. Alors pour ça, il faut entrer l'identifiant d'un SNP. Par exemple, ça pourrait être RS 442-488-1, concernant un allèle du gène APBA2. Et ensuite, on peut déterminer en quoi consiste la mutation et sa position. Ça veut dire qu'on nous montre bien, par exemple, qu'il y a eu, imaginons une substitution d'une cytosine par une guanine. Ensuite, on peut afficher la fréquence de l'allèle de référence. Par exemple, on peut voir que c'est 0,35, ça voudrait dire 35% de l'allèle, en fait. Donc, ça voudrait dire que parmi tous les allèles, cet allèle particulier représente 35%. Donc, on peut afficher, donc, comme je vous disais, la fréquence de l'allèle de référence, qui s'appelle ref allèle, et de l'allèle muté, qui s'appellerait alt allèle, dans différentes populations. Voilà, donc on a essayé de comprendre l'importance de la variabilité de la molécule d'ADN. Alors, en priorité, les conséquences phénotypiques, évidemment. Phénotypiques au niveau moléculaire, c'est-à-dire au niveau de la protéine qui va correspondre à une protéine de fonction, une protéine qui va permettre d'entrer dans la structure de la cellule. Mais en général, bon, ce sont plutôt des protéines fonctionnelles, par exemple des enzymes. Chaque enzyme a un rôle particulier. Et s'il y a une modification de l'enzyme, eh bien, il peut y avoir des conséquences dans l'expression et donc dans les phénotypes moléculaires, cellulaires et macroscopiques. Voilà, donc nous avons montré les conséquences de cette modification aléatoire de l'information génétique, donc modification que l'on appelle la mutation. Les conséquences de la variabilité de l'ADN sont ainsi posées. Le cours est terminé. Merci.